L'invité politique de France Info ce matin est Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, ex-ministre de la Famille et des Droits des Femmes. Jean-Michel Apathy. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Nicolas Hulot est dans la tourmente après la publication d'un article dans le magazine L'Hebdo, révélant qu'il avait été l'objet d'une plainte en 2008 pour fait de viol. Nicolas Hulot réfute cette accusation. Les faits étant prescrits, il n'y a pas eu de vérité judiciaire, mais la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a tenu à défendre Nicolas Hulot hier dans le journal du dimanche, en publiant une tribune qu'elle a intitulée « Pourquoi les accusateurs de Nicolas Hulot bafouent la parole des femmes ». Est-ce que vous pensez, comme Marlène Schiappa, que l'accusation qui est portée contre Nicolas Hulot et les conditions dans lesquelles ces accusations sont portées bafouent la parole des femmes? Non, je crois que cette tribune est malheureuse. À ce point ? Oui, elle est malheureuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la tribune qu'on attend de la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Parce que d'abord, cette tribune part du principe, comme tous les propos d'ailleurs de tous les membres du gouvernement, que dans cette affaire, il y aurait spontanément une confiance à accorder à un des deux protagonistes, Nicolas Hulot. C'est-à-dire qu'en fait, depuis aussi bien l'affaire Darmanin que l'affaire Hulot, on observe une communication de crise qui s'est mise en place avec toutes les techniques de la communication de crise. D'abord, les mises en cause préemptent la communication, ils n'attendent pas la sortie de l'information, ils communiquent eux-mêmes, ce qui permet d'installer des éléments de langage et d'installer une vérité. Et c'est ce que, dans l'affaire Hulot, les éléments de langage, c'est une rumeur. C'est ce qu'on entend pendant 48 heures. C'est une rumeur. Or, c'est quoi une rumeur? Une rumeur, c'est un bruit, une information infondée, invérifiée. Dans l'affaire Hulot, c'est pas une rumeur. Il y a des faits. Le fait, c'est qu'il y a eu un dépôt de plainte qui a été fait à l'encontre de Nicolas Hulot par une jeune femme et que ce dépôt de plainte a donné lieu à une audition de la plaignante et du mis en cause, et qu'à l'issue de cette audition, le parquet de Saint-Malo a constaté qu'il y avait deux versions contradictoires entre les deux protagonistes sur la question du consentement sexuel, et que les faits étant prescrits, De toute façon, la prescription l'investigation porte n'irait pas plus loin. tout. Quand Nicolas Hulot dit, juste un mot, quand Nicolas Hulot dit que à la suite de la plainte, le parquet a jugé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments, c'est ce qu'il laisse entendre. Non, c'est pas ça. Le parquet dit c'est prescrit, on ne peut pas aller plus loin dans l'investigation. Mais en même temps, on peut s'interroger sur la plaignante qui formule cette plainte alors qu'elle sait que les faits sont prescrits. À quoi ça sert? Alors ça c'est l'aspect qui est tellement révélateur de ce que l'on sait, de ce que l'on observe, l'ambiguïté, les contradictions des victimes. 10% des victimes de viol portent plainte. Oui. On peut se demander pourquoi. Ça prouve que c'est pas si simple de porter plainte. Dans cette affaire, on dénonce la médiatisation, comme si on avait rompu un secret que la victime aurait voulu garder pour elle-même. Mais elle a été déposée plainte. Elle a attendu que les faits soient prescrits. Ça, c'est pas rare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne voulait pas de procès. Elle ne voulait pas aller au procès, mais elle voulait que dans l'institution judiciaire soit consigné le fait qu'elle considérait avoir été victime de viol. Et on est dans cette zone extrêmement compliquée où les victimes se demandent « est-ce que j'ai été victime ?» Et je voudrais quand même qu'on ait une pensée pour cette femme. Parce que pour qu'elle ait attendu 10 ans pour porter plainte, ça veut dire que pendant 10 ans, elle y a pensé. Ça a probablement colonisé une partie de son cerveau, de son énergie mentale. Pendant 10 ans, elle a dû se dire « j'y vais pas ». Elle n'a pas, pendant 10 ans, oublié cette affaire. Et puis subitement, elle s'est dit « la prescription est passée, je vais y aller ». Il y a une souffrance continue. Je suis pas On n'est pas parler à à sa place. évidemment. Mais ce qui est On clair, peut en faire l'hypothèse. ce qui est clair, c'est que elle s'est posé la question et elle a attendu 10 ans pour aller dire j'ai été victime de viol, je souhaite que ce soit consigné. Elle n'a pas souhaité. Vous regrettez que la secrétaire d'État, par exemple, n'ait pas du tout parlé de ça dans sa tribune? Bah, Parce que finalement, on n'a pas beaucoup de la part de Marlène Schiappa dans sa tribune hier. On n'a aucun élément sur cette histoire elle-même. Elle parle un peu d'autre chose. Est-ce que vous regrettez que cette histoire-là ne soit pas analysée un peu plus en détail? Oui, comme vous le parce que faites c'est justement ce qu'on appelle la zone grise, toute cette zone dans laquelle les victimes d'agressions sexuelles et de viol se demandent si elles ont été victimes ou si elles ont été actrices de ce qui leur est arrivé. On connaît bien, alors elle nous dit c'est un homme charmant.
nous dit la secrétaire d'État. Je Dans pense sa que ça n'a tribune, oui, rien à elle parle faire. de Nicolas Dans Hulot. sa tribune, elle dit pour Nicolas Hulot, c'est un homme charmant. Ça n'a rien à faire dans le dossier. Et par ailleurs, malheureusement, les violeurs sont aussi souvent des hommes charmants et séducteurs. Et on sait ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ceux qui mettent le pied dans la porte, c'est ceux qui mettent le pied dans la porte, ceux qui raccompagnent une jeune femme après une soirée un peu arrosée, puis qu'en fait, au lieu de la raccompagner chez elle, ils la raccompagnent chez eux. Et le lendemain, la victime se dit, est-ce que j'ai été victime de viol? Parce qu'il y a toujours l'idée que dans le viol, il doit y avoir de la violence. En fait, s'il n'y a pas une contrainte physique dans la représentation qu'on a du viol, il n'y a pas viol. Et pourtant, il n'y a pas forcément consentement sans qu'il y ait contrainte physique. Et on est dans cette zone-là. Et j'aurais voulu que la secrétaire d'État soit plus engagée sur ce qui, justement, Alors, depuis 4 mois, nous occupe. Nicolas Hulot doit-il démissionner? Écoutez, je crois que pour le moment, c'est pas le sujet. Moi, je ne me situe pas dans cette affaire-là comme une politique qui demande la démission d'un ou d'un autre ministre. Je pense que je suis là parce que je suis très choquée, très inquiète, que dans 2 affaires consécutives qui concernent un gouvernement, donc le pouvoir, 2 ministres mis en cause sur des affaires de viol, certes pour des faits très antérieurs à leur entrée au gouvernement. Dans les 2 cas, le choix qui est fait par le gouvernement, le choix qui est fait par la majorité parlementaire, c'est de dire la victime ment. Parce que tous ces premiers ministres, ministres, députés qui défilent sur les plateaux pour dire ils ont l'un ou l'autre, que ce soit Gérald Darmanin ou Nicolas Hulot, toute notre confiance. Ça veut dire que s'ils ont leur confiance, c'est parce que les faits qui leur sont reprochés sont faux. Parce que si les faits étaient vrais, si c'était vrai que l'un et l'autre aient largement dépassé les limites du consentement, j'imagine qu'ils n'auraient plus la confiance de leurs collègues et de leurs pairs. Donc ça veut dire que le pouvoir politique s'est arrogé dans ces 2 affaires le pouvoir de dire la victime ment. Et c'est tout ce contre quoi on se bat depuis que l'affaire Weinstein nous a permis de libérer la parole des femmes et aussi d'angler notre réflexion sur la manière dont la parole des femmes est écoutée et entendue. Ces 2 victimes-là, il a été décidé qu'elles mentaient parce que ce sont des hommes politiques puissants auxquels elles se sont attaquées. C'est un mauvais message pour les autres victimes. Vous restez avec nous, Laurence Rossignol, il est 8h40, voici l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Jérôme Cahuzac va-t-il échapper à la prison? C'est tout l'enjeu de son procès en appel. L'ancien ministre du Budget sous François Hollande est jugé à partir d'aujourd'hui pour des comptes cachés en Suisse puis à Singapour. Il a écopé de 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité en première instance. Un gros boom, un grondement très fort, comme un accident. Plus de peur que de mal cette nuit pour les habitants de Fontenay-le-Comte, en Vendée, réveillés par un tremblement de terre de magnitude 4,8. Un séisme ressenti aussi dans les Deux-Sèvres. La plainte des habitants de Fos-sur-Mer contre des industriels et notamment contre ArcelorMittal après la découverte de polluants dans des aliments produits localement, des traces bien supérieures aux seuils légaux. Le golfe de Fos regroupe raffineries, dépôts pétroliers, aciéries et les cas de cancer, d'asthme et de diabète y sont 2 fois plus nombreux qu'ailleurs en France. Martin Fourcade et Marie-Dorin Habert, principale chance de médaille tricolore aujourd'hui au JO de Pyeongchang avec les épreuves de poursuite en biathlon. À l'occasion pour Martin Fourcade, tenant du titre, de prendre sa revanche après une 8e place très décevante hier dans le sprint. France Info. Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, ex-ministre de la Famille et des Droits des Femmes et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Avant de poursuivre sur la politique, je voulais aussi vous poser une question concernant l'identité de cette personne. On ne la citera pas autour de cette table, la plaignante, mais certains journaux l'ont fait. Qu'est-ce qu'on doit à des femmes qui sont prises dans ce genre de situation ? Est-ce qu'il fallait préserver son anonymat ou pas? C'est un sujet important parce que ça nous interroge à chaque fois sur lorsque des faits d'agression sexuelle ou de violence sexuelle, de viol sont portés à la connaissance de tiers. Ça m'est arrivé. Et est-ce que si la plaignante, si la personne qui se désigne comme victime ne veut pas saisir la justice, est-ce qu'on doit le faire à sa place? Et moi, j'ai toujours opté pour une position qui est de dire on ne peut pas outer les victimes lorsqu'elles ne veulent pas. Il y a 1001 raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas que leur nom soit cité. Elles ne veulent pas aller au procès, le plus souvent c'est ça. Là, c'est ce qu'on évoquait il y a un instant, on est dans cette zone
très ambigu, mais c'est ambigu les violences sexuelles. Il n'y a que 15% des violences sexuelles qui sont simples avec le violeur masqué des parkings. Le reste, ça se passe dans la sphère privée, avec des gens qu'on connaît, des amis. Donc c'est forcément ambigu. Et là, on est dans cette zone-là avec une plaignante qui a porté plainte, donc qui assume une partie de la publicité de cette affaire et qui pour autant n'a pas voulu en faire une affaire médiatique. Et je pense que d'ailleurs ça corroborerait plutôt sa fiabilité à cette femme. Elle n'a pas cherché à faire un coup politique, elle n'est pas dans aucun complot contre qui que ce soit. Elle a ne veut pas cherché qu'on parle de la son zone. histoire, mais elle rencontre des journalistes. C'est aussi une contradiction. Mais quand la contradiction, c'est le cœur de l'instruction des affaires de viol et de violence sexuelle. Et c'est parce que les contradictions sont insuffisamment prises en compte que sur les 10% de plaintes que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a que 10% de condamnations. Et ce sont ces contradictions qui font le bonheur des avocats de la défense en général, parce qu'ils vont vous expliquer qu'elle est allée jusqu'à aller boire un verre chez lui. Donc, elle était bien un peu consentante puisqu'elle est allée boire un verre. Elle savait bien ce qui allait lui arriver. Et c'est toutes ces contradictions. C'est les femmes qui portent plainte et puis ensuite se rétractent dans leur plainte. C'est pour ça d'ailleurs qu'en matière de violence conjugale comme en matière de viol, le parquet poursuit même quand les plaignantes se rétractent. Mais on sait, pour avoir toutes celles qui, comme moi, ont accompagné des femmes victimes de violences conjugales, par exemple, savent que les victimes sont très fragiles. À tout moment, elles peuvent se rétracter sur leur témoignage. Donc, la prise en compte de ces contradictions, c'est ce que j'espérais avoir vu être mieux partagé. C'est ce que j'espérais que tout le monde avait compris à l'issue des témoignages qu'ont provoqué l'affaire Weinstein. Eh bien, je suis un peu désolée de m'apercevoir que non, en fin de compte, il faut continuer d'exposer tout ça. Alors, il y a beaucoup de questions, évidemment, dans cette histoire. Est-ce que l'on cherche parfois gratuitement à faire chuter des personnalités connues, des responsables politiques? Qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence? Ce sont quelques-unes des questions qui sont contenues dans les réactions que nous allons voir, à commencer par Christian Jacob, qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il faut bouffer matin, midi et soir du politique. Il faut s'en faire quelques-uns, il faut en accrocher au tableau, et donc ça devient insupportable. Je n'aime pas cette culture du soupçon permanente dans laquelle des témoignages invérifiables sont portés. Moi, ce qui m'intéresse comme avocat, comme citoyen, comme responsable politique, ce sont les faits. Je ne vais quand même pas commenter des rumeurs, je vais encore moins les colporter. Voilà, on a entendu Maël de Calan et Geoffroy Didier, qui sont deux responsables républicains après Christian Jacob. Christian Jacob qui disait, voilà, au tableau de chasse, il faut accrocher des responsables politiques. Vous pouvez ressentir les choses comme ça parfois? Non, parce que les responsables politiques sont une partie de ceux qui ont été dénoncés quand les femmes se sont mises à parler. Quand les femmes ont commencé à raconter ce qui leur était arrivé, la cible n'était pas les politiques, la cible c'était les prédateurs. Il y en a dans le monde du spectacle, il y en a dans le monde du cinéma, il y en a dans le monde de la presse, il y en a dans le monde politique, il y en a aussi dans des petites entreprises, il y en a partout. Voilà. Et donc les politiques cherchent au contraire à se défendre, parce que je pense qu'à l'instant où nous parlons, bon nombre d'hommes de pouvoir se posent la question sur leur vie et se demandent justement, cette fois où j'ai mis le pied dans la porte, cette fois où j'ai été très insistant, et où j'ai fini par obtenir ce que la jeune femme ne voulait pas me donner depuis des semaines et des mois. Est-ce que ça rentre dans ce qui est dénoncé aujourd'hui, ou est-ce que son consentement? Donc c'est bien une question de pouvoir aussi. Ah bah de toute façon, la culture du viol, c'est une question de pouvoir. C'est la domination masculine qui s'exerce sur les femmes. Et plus on a de pouvoir, plus on a envie d'en exercer, plus on a envie d'exercer. Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes de pouvoir pratiquent le viol du consentement. Ah, c'est absolument faux. Il y a dans le pouvoir facilite les choses. On le voit très bien avec l'affaire Weinstein et tout ce qui... Voilà, c'est un lieu commun. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Des femmes même ont pu le dénoncer d'une chasse à l'homme, si je puis employer cette expression. Écoutez, pour l'instant, le plus grand risque, c'est que les femmes continuent de taire ce qui leur arrive. Voilà, depuis le début de cette affaire, on a entendu le risque de judiciarisation, le risque de la société de la délation, maintenant c'est le risque de la médiatisation. Pour moi, le plus grand risque, c'est la loi du silence qui, pendant des siècles, s'est imposée aux femmes victimes de violences sexuelles. Comment on sort de l'histoire Hulot, s'il y en a une? C'est au gouvernement et à lui-même de voir. Et puis on va attendre les jours. Ces affaires
à mèche lente. Je trouve que le gouvernement n'est pas prudent. Je trouve que la majorité parlementaire est imprudente, aussi bien dans l'affaire Darmanin que dans l'affaire Hulot. Je le disais il y a un instant, en ayant fait le choix, face à cette diversion contradictoire, de laisser entendre Oui, que vous c'est l'avez dit. la plaignante qui ment. Mais si on n'est pas imprudent, on nourrit le soupçon. Ça n'est pas Non, non je plus crois- quelque chose de je crois que satisfaisant. Si on- on dit, ah, écoutez, moi je ne sais pas, donc du coup on nourrit le soupçon. Non, on peut dire beaucoup plus sobrement, en l'état actuel, tel ministre peut continuer d'exercer ses fonctions. On n'est pas obligé de dire, il a ma confiance, mon amitié, et on lui tient la main parce que c'est lui la victime d'une dénonciation qui a été faite auparavant dans des formes qui prêtent peu quand même Ce à serait bien, interrogation. si la plaignante prenait la parole. Raconter elle. publiquement un peu de son histoire. C'est à elle de le dire. Elle a parlé aux journalistes de l'Hebdo, Hebdo. oui. Voilà, elle leur a parlé. Elle a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on a besoin de la voir face caméra? Non, moi non. Voilà. Il y a une règle pour les personnalités politiques, c'est non écrite, mais c'est la mise en examen pour quitter ses démission. fonctions. Pour quitter ses fonctions. Là, c'est pas le cas pour aucun des deux. Donc, Parce qu'il faut aller plus loin parce encore. il que faut la aller règle. plus loin. Parce Est-ce qu'il qu'on- faut changer cette règle qui n'existe pas vraiment Non, cette règle-là, elle joue parce qu'il n'y a pas que des affaires Bien sûr. sexuelles. Il y en a d'autres quand même. Non, cette règle-là, elle joue. Après, je pense qu'on aura un sujet sur lequel il faudra qu'on réfléchisse. C'est qu'est-ce qu'on fait lorsque les faits sont avérés et qu'ils ont été prescrits? Est-ce qu'on considère que la prescription, étant passée par là, on se contente de cette qualification juridique, ou est-ce qu'on a une question morale quand les faits sont avérés? Voilà. Et c'est aussi possible. Dans l'affaire Darmanin, ce qui est avéré, semble-t-il, parce que je n'ai pas entendu ses avocats s'en défendre beaucoup, c'est qu'une jeune femme, une femme est venue lui demander une intervention sur une affaire un peu compliquée d'ailleurs, et il semblerait qu'à la suite de cette demande d'intervention et de cette rencontre avec cette femme, il y ait eu une sortie dans une boîte échangiste et puis ensuite une nuit à l'hôtel. Est-ce qu'on est là dans une espèce d'abus de pouvoir? Est-ce qu'il y a un lien entre la demande d'intervention et le fait d'avoir sollicité les services, les faveurs sexuelles de cette femme? C'est indémontrable. C'est indémontrable, oui, c'est indémontrable, encore que non, pas tant que ça. C'est pas tant que ça indémontrable. Vous restez avec nous, Laurence Rossignol, il est 8h50. Voici l'essentiel de l'info de Edwige Coupez. Et toujours pas de ski alpin au JO de Pyeongchang. Après la descente, c'est le slalom dame qui a été reporté cette nuit à cause du vent, des rafales à 100 km/h. Les épreuves de biathlon sont maintenues en revanche. Poursuite femme, ce sera à 11h avec Marie Dorin. Et poursuite homme à 13h avec un Martin Fourcade très revanchard après sa très décevante 8e place hier dans le sprint. Il a mis à mal la République exemplaire voulue par François Hollande. Jérôme Cahuzac est jugé en appel à partir d'aujourd'hui pour ses comptes cachés à l'étranger. L'ancien ministre du Budget espère échapper à la casse-prison. Il a été condamné à 3 ans ferme en première instance et il n'y aura pas d'aménagement possible si la peine est confirmée. Nouvelle mobilisation des agriculteurs. Après Montauban, Carcassonne, Toulouse, ils sont à Auch ce matin avec des barrages filtrants, toujours pour dénoncer cette nouvelle carte des zones défavorisées. 250 exploitations du Gers risquent ainsi de perdre les aides européennes à hauteur de 3 à 15 000 euros. Manipuler et jouer avec les chiffres pour se réconcilier avec les maths, mieux former les enseignants aussi. Les pistes de Cédric Villani, médaille Fields et député LREM, chargé par le ministre de l'Éducation de réfléchir aux moyens d'améliorer le niveau des élèves français en maths. La France est systématiquement très mal classée dans les études internationales. France Info. Laurence Rossignol, secrétaire sénatrice, je vais y arriver, socialiste de l'Oise, ex-ministre de la Famille et des Droits des Femmes et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Pendant ce temps, le Parti socialiste vit sa vie, prépare son congrès, va choisir son futur premier secrétaire parmi les candidats, Olivier Faure, qui est député. On l'écoute. On nous entend trop peu parce que nous sommes dans une phase interne de congrès et qu'aujourd'hui on a un canard qui marche sans tête et on se demande s'il est déjà mort ou si la tête va se relever. Et donc tout le monde attend ce congrès, les socialistes les premiers. Olivier Faure sur CNews, un canard sans tête, le Parti socialiste. Vous soutenez Olivier Faure, c'est ça? Si j'ai bien Je ne compris. soutiens personne Ah, vous dans ne ce soutenez congrès. personne? Ah, c'est marrant Non. ça. Enfin, je veux dire, c'est marrant. Je suis pas la seule, en plus. Non, c'est ça, c'est justement ce que je voulais dire. Oui. On a du mal à trouver quelqu'un qui soutient Qui quelqu'un. soutient quelqu'un, oui, c'est ça. Oui. C'est quand même le signe d'un malaise épouvantable. Bien sûr. Moi, je soutiens personne parce que je trouve que ce congrès se déroule
comme tous les congrès que j'ai faits au Parti socialiste, et j'en ai fait quelques-uns dans ma vie politique, avec les motions, les chefs de motion, les gens qui discutent entre eux. Qu'est-ce que vous auriez voulu? Je pense que ce congrès n'est pas à la hauteur de la Qu'est-ce qu'il situation. aurait fallu faire? Donc je suis socialiste, je reste au Parti socialiste. Ouais. Je vais laisser passer ce congrès. À un moment donné, je voterai pour un candidat. Ah, vous Je le voterez dis- quand même pour Ah un bah, bien candidat? sûr, je suis toujours Vous militante hésitez du aujourd'hui? PS. Il y a 4 crois- candidats. Oui, hein. oui, même je crois. Au moment où je Emmanuel voterai, Morel, Olivier Faure. je dirai pour qui je vote D'accord. à ce moment-là. Mais vous hésitez? Vous dites Non, pas très. Non, j'hésite. vous avez envie d'aucun des 4, quoi. Bah, disons que je pense que ce congrès ne va pas être suffisant pour, dans la manière dont il s'est engagé. Je vois entre ceux qui veulent sortir avec une majorité, une minorité. Franchement, on n'a plus les moyens au Parti socialiste de s'offrir une majorité, une minorité. Et ce que j'attends de ce congrès, pour le moment, je n'identifie pas ça, c'est qu'on reforme un véritable intellectuel collectif et qu'on range les vieilles pratiques. Et là, je trouve un congrès d'une banalité avec des déclarations, des gens qui se rallient subitement, qui deviennent tous féministes, tous écolos. Enfin, j'ai déjà vu ça tellement de fois dans ma vie. Delphine Bateau a parlé de petite mafia à propos de J'emploierai pas ce mot. Moi, la direction du Parti socialiste. je n'emploierai pas ce mot. D'abord Quel parce- mot vous utiliseriez? Le business as usual. Tout continue comme avant. On a nos petites habitudes, et puis on n'en change pas parce que et Vous n'avez pas pourtant, compris. là, on est un quart de ce qu'on était auparavant et on continue de faire pareil. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas tiré de leçons de la défaite, du coup de balai, des 6% de Benoît Hamon. C'est que C'est ce que vous voulez dire? je veux dire, il faut faire autrement. Je pense que les électeurs nous ont sanctionnés pour en partie sur le bilan du quinquennat, sur le lien qui s'est délité avec la gauche, mais aussi pour ce qu'on est devenu. Justement, nos congrès, nos chicailleries qui se terminent dans une synthèse ou une sous-synthèse. Et puis, les gens, voilà, ça n'intéresse plus personne. Et on leur repropose le même film. Bon. Mais moi, je suis au Parti socialiste, je suis attachée à ce parti. Et il y a encore des jours devant nous. C'est un jour particulier aujourd'hui puisque débute tout à l'heure le procès en appel de Jérôme Cahuzac, qui a été ministre du budget, qui avait un compte en Suisse, puis à Singapour. Ça fait beaucoup de mal, évidemment, aux socialistes dans le quinquennat précédent. Ce procès en appel, ce retour de Jérôme Cahuzac à la une de l'actualité, vous suggère un commentaire particulier? Vous regardez ça D'abord, avec quel Jérôme œil? Cahuzac a le droit d'aller en appel, de se défendre. Oui, j'ai beaucoup pensé à lui ces derniers temps, en fait, parce que quand j'ai vu la manière dont, en particulier, toute la majorité parlementaire debout en train d'applaudir le ministre Darmanin il y a une quinzaine de jours, et je me suis dit, vraiment, on n'apprend rien de l'histoire et de Ah, ce qui est arrivé aux autres. Vous faites un lien entre les deux? Je me suis quand même souvenu de Jérôme Cahuzac, droit dans les yeux avec le Parlement et la majorité parlementaire de l'époque, en train de lui assurer son soutien. Il faut être prudent, surtout quand on est engagé comme on l'est. Vous n'étiez pas ministre à l'époque des faits. Non, j'étais sénatrice. Ouais. Mais De si, Jérôme Cahuzac. si on vous avait demandé de le soutenir, si le président et le Premier ministre vous avaient demandé de le soutenir publiquement, vous l'auriez fait? Vous noterez qu'il y a un certain nombre de sujets pendant que j'étais ministre Je vous sur pose la lesquels je ne question. me suis pas exprimée publiquement. Donc vous auriez voilà. eu une réserve? Il y a des sujets sur lesquels je ne souhaite pas m'engager parce que je pense que la prudence exige qu'on ne valide pas comme ça les propos de quelqu'un. Et donc je me suis dit, voilà, je pensais à quelqu'un, je me dis, si C'est curieux de vraiment on faire un lien n'apprend pas entre les assez. deux. Comment? C'est curieux de faire un lien entre les deux. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer les affaires littéralement, Non, bien sûr, elles n'ont le rien à lien voir. que je fais, Oui, il n'est pas sur les responsabilités ou culpabilités des uns ou des autres, il est sur cette espèce d'adhésion spontanée, on serre les coudes, on fait bien Pâques derrière celui qui est accusé, sans se demander si en lui apportant un soutien aussi bruyant et aussi évident, dans les affaires dont on parle, on n'est pas aussi en train de dire que les plaignantes ont menti, et quand on est parlementaire, on ne dit pas les plaignantes ont menti. vous appelez le gouvernement et la majorité à davantage de prudence dans la Je gestion les de cette affaire. je les appelle surtout à mieux réfléchir sur ce que sont les violences faites aux femmes, les ambiguïtés, les difficultés de parole, de façon à ce que le chemin sur lequel ce gouvernement s'est engagé, c'est celui de l'égalité femmes-hommes, soit un chemin bien mené et qui prenne en compte toutes ces difficultés, toute la subtilité de ce sujet. Il en va de la crédibilité de ce gouvernement sur ce sujet. Vous connaissez bien Marlène Schiappa, j'imagine. Oui, je la connais. Vous avez en commun cet intérêt pour défendre les violences, la cause Oui.
de la lutte contre les violences faites aux femmes, vous allez lui passer un coup de fil, vous lui avez passé un coup de fil, vous allez lui dire quelque chose? Non, moi je suis pas. Sa gestion du dossier. Quand elle me sollicite, je lui réponds gentiment, je l'aide à chaque fois que je peux. Quand je suis d'accord avec elle et quand elle est mise en cause, comme par exemple au moment de l'affaire, de la découverte de l'assassin dans l'affaire Alexia Dorval, je la soutiens. Pour autant, je ne suis pas son coach, hein, donc elle mène sa vie politique comme elle veut. Et vous avez déclaré au début de cette interview que sa tribune, hier, dans le journal du dimanche, était malheureuse. C'est le mot que vous avez utilisé. Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Bonne journée à vous. Merci.